Je suis présentement totalement excitée comme une puce parce qu'aujourd'hui je vous filme, je pense, la vidéo que je préfère filmer de toute l'année avec mon top flop, c'est-à-dire ma palle du Black November. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'il me tardait de vous tourner parce que vraiment j'adore constituer ma pile à lire pour ce challenge qui est vraiment, vous le savez, le challenge littéraire que je ne rate jamais sous aucun prétexte. Donc autant vous dire que lorsque Séverine a dévoilé les catégories de cette année, je me suis tout de suite jetée sur mes étagères littéralement pour constituer ma palle. Alors je vous avoue qu'entre le tout premier jet et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a eu quelques petits remaniements, dus par exemple au fait que j'ai une réception entre deux et d'autres choses comme ça. Je suis donc ravie aujourd'hui de vous parler, bien sûr, thriller, polar, roman noir, parce que si vous connaissez le Black November, vous savez que c'est vraiment le cœur, le sujet même de ce challenge. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le Black November et si vous voulez plus d'infos sur les consignes, etc., je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, en barre d'infos, toutes les infos, tous les liens vers la chaîne et le groupe Facebook de Sève pour que vous puissiez avoir tous les éléments en votre possession. Moi aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter bien sûr pour chaque catégorie ma sélection. Alors cette année, on part donc sur 5 semaines, donc 5 consignes, et pour chaque consigne, j'ai sélectionné pas moins de 3 livres. Autant vous dire que je ne me mets pas du tout comme but de lire 3 livres par consigne, parce que ça voudrait dire lire 3 livres par semaine, et autant vous dire que vu mon planning et mon rythme du moment, je n'y crois pas du tout. Le but n'étant pas non plus de se mettre une pression énorme et d'arrêter de dormir la nuit pour avoir le temps de bouquiner. Si j'ai donc choisi de mettre 3 livres par catégorie, c'est tout simplement pour me laisser le choix lorsque les semaines arriveront, et également aussi pour tout simplement vous donner un peu plus de potentiellement d'idées de lecture pour vous-même constituer votre palle. Alors bien sûr, comme chaque année au mois de novembre, pour ce challenge, je vais donc réaliser des vlogs lecture. Alors, les années passées, je pense que j'ai toujours à peu près réussi à m'y tenir de un vlog par semaine, donc un vlog par consigne. Cette année, je pense que le mois de novembre, il risque d'être encore bien chargé, donc peut-être que si ça n'arrive pas à coïncider avec mon emploi du temps, je vous ferai un vlog qui regroupera potentiellement 2 catégories. Je ne sais pas encore, je ne peux pas me projeter jusque-là et savoir comment sera mon quotidien au mois de novembre. Sachez juste donc que durant tout le mois de novembre, ce seront donc des vlogs lecture présents sur la chaîne. Alors en soi, ça change pas grand-chose, sauf que je lis un peu au quotidien et au fur et à mesure de mes lectures. Mais vous y retrouverez bien sûr des avis sur les romans que j'aurais pu lire. Bref, voilà, je vous ai un peu sorti toutes les infos en vrac, j'espère que ce n'est pas trop confus et que cette intro n'aura pas été trop longue. Et je vous propose donc qu'on passe tout de suite aux différentes catégories et aux titres que j'ai sélectionnés pour chacune d'elles. Alors, la première consigne se déroulera donc du 30 octobre au 5 novembre, et alors côté consigne hyper ouverte et facile, je crois qu'on ne peut pas faire vraiment plus simple, puisque durant cette semaine, nous devons tout simplement lire des romans noirs, thrillers, polars, bref, vous avez compris, on va simplifier en disant juste des thrillers au format poche. Donc autant vous dire que, bon, si vous connaissez un petit peu la chaîne désormais, vous devez savoir que des livres au format poche, c'est ce qui constitue à peu près 95% de ma pile à lire. Autant dire que j'avais franchement le choix. Et pour cela, j'ai décidé de sortir 3 romans d'auteurs assez différents, mais avec derrière des idées bien définies. Alors, le tout premier que j'aimerais lire durant cette première semaine du Black November, il s'agit de Comme de longs échos d'Elena Piacentini aux éditions Pocket. C'est un roman que j'ai acheté il y a assez peu de temps. Alors, c'est aussi un choix stratégique parce qu'on est sur un roman assez court, et vous verrez que dans cette sélection, j'ai évité de mettre des grosses bricasses à la King de 800 pages, non pas parce que je n'avais pas envie de les lire, mais parce que stratégiquement parlant, ça n'aurait peut-être pas été le plus judicieux à faire. On est donc ici sur un roman d'un tout petit peu plus de 300 pages que je me suis donc procuré il y a peu de temps, mais que j'avais très envie de lire. D'ailleurs, je crois que lorsque je vous ai présenté ce livre en book haul, je vous avais dit que je le mettais de côté justement pour le Black November.
parce que cette histoire apparemment se situe à Lille, voilà, autour d'une brigade de flics de Lille, sachant que je vis en métropole lilloise, forcément ça me titille un peu, j'espère y retrouver des décors qui me parleront. On est donc sur un roman policier pur jus, parce qu'on va y suivre un homme qui a décidé avec sa compagne de faire ce qu'on appelle une pause. Voilà, ils se sont dit, ok, bon, pendant 3 semaines, chacun vit de son côté, on se pose un petit peu les choses dans la tête, et puis au bout de 3 semaines, on se retrouve, et on voit un petit peu ce qu'on fait tous les deux. Le délai donc de cette pause est terminé, le monsieur rentre chez lui pour aller retrouver sa femme, et là, malheureusement, il retrouve sa femme morte. Ah bah vous vous en doutez, avec le Black November, on va pas être dans une ambiance cucu et les petits oiseaux. Comble de l'horreur, en plus de voir sa femme zigouiller, eh bien son bébé de quelques mois est introuvable. Alors bien sûr, assez logiquement, rapidement, les policiers vont l'accuser. Est-il responsable ou non ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, j'avoue que ce livre m'interpelle pas mal et que j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Le second roman, on va dire que je me suis un petit peu imposée parce que là, trop c'est trop. Vraiment, faut que j'arrête les conneries. Parce que je n'ai de cesse d'acheter des romans d'Harlan Coben dès que je tombe sur un de ces titres que je n'ai pas, ce qui fait que je les entasse dans ma pile à lire et que je ne prends jamais le temps de les lire. Donc là, je me suis dit, c'est plus possible, le Black November doit être, après tout, l'occasion aussi d'essayer de sortir un petit peu de ma pile à lire des romans que j'aurais peut-être du mal à sortir ou auxquels je ne penserais pas trop d'habitude. Donc, pour cette première semaine, j'ai également décidé d'y mettre Faute de preuves d'Harlan Coben aux éditions Pocket. Alors, normalement, j'ai regardé celui-ci, il s'agit d'un one-shot. Un one-shot dont le résumé m'a beaucoup interpellée et que là encore, j'ai vraiment hâte de découvrir parce que dans celui-ci, on va suivre une femme qui tient, je crois, une sorte de talk show à la télé, ou en tout cas une émission télévisée dans laquelle elle traque ni plus ni moins que les prédateurs sexuels en vue de les faire avouer en direct. Et donc j'imagine un peu de les écrouer par la suite et de les envoyer en prison. Ce coup-ci, elle a une nouvelle cible dans le collimateur et j'imagine que les choses ne vont peut-être pas tout à fait bien se passer. En tout cas, ouais, je sais pas, une thématique, un concept d'histoire qui m'interpelle et normalement, ayant lu pas mal déjà de romans d'Harlan Coben, il est vrai qu'habituellement, c'est quand même une écriture qui se lit assez bien, assez vite. Ce sont des romans plutôt de type page-turner, donc même s'il fait ces petites, à peu près 450 pages, j'ai quand même bon espoir d'arriver à le dégommer. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être pas déconnant de le mettre pour cette première semaine. Et puis, un peu, je dirais, dans la même optique, j'ai également décidé, pourquoi pas, de mettre cette première semaine, même si je le rappelle, il y a quand même très peu de chances pour que durant une semaine j'arrive à lire les 3 livres que je vous présente là. J'ai donc décidé de mettre Rituel de Moider, toujours aux éditions Pocket. Là encore, pourquoi ? Eh bien parce que Moider, j'ai tous ses romans. Il m'en reste encore 4 peut-être, je dirais, dans ma pile à lire à sortir et ça fait hyper longtemps que je n'ai pas pris le temps d'en sortir un, alors que je comprends pas pourquoi, parce que de façon globale, alors même si tous ces romans n'ont pas été des claques, le meilleur pour moi reste Birdman, et bien malgré ça c'est tout de même une auteure anglaise que j'aime beaucoup, une femme qui malheureusement est décédée, je dirais, il y a peut-être 2 ans maintenant, et dont j'espère arriver prochainement à enfin lire toute la bibliographie. Et en plus de ça, c'est une auteure qu'habituellement j'ai mis dans à peu près, je pense, tous les Black November, donc je me suis dit, allez, cette année encore, il faut que j'arrive à en caser un, donc j'espère que j'aurai le temps aussi de le découvrir, et si pas vraiment, il faudra que j'essaye de le sortir en décembre ou en janvier, parce que là aussi, ça suffit un moment, et il faut que je me tienne à certaines règles. En plus de ça, c'est l'un des tomes de la saga autour du personnage de Jack Caffrey, qui est un flic qui officie donc en Angleterre, que j'avais découvert justement dans Birdman, qui a son jeune frère qui a disparu lorsqu'ils étaient petits tous les deux, et c'est une disparition qui n'a jamais été élucidée, et c'est un peu le fil rouge de tous les tomes de la saga, donc bon,
Un personnage auquel je suis plutôt fortement attachée, j'ai donc vraiment à cœur d'avancer dans cette saga et d'en apprendre, je l'espère, enfin un peu plus sur non seulement la vie de ce personnage, mais aussi et surtout sur son passé et celui de son petit frère. Dans ce tome-ci, Jack Caffrey est donc muté de Londres à Bristol, où il va devoir faire équipe avec Flea, qui est une flic qui officie là-bas, et qui va retrouver dans le lac ou dans un canal une main tranchée, et j'imagine comprendre non seulement à qui appartient cette main, mais également ce qui a pu arriver à la victime. Donc voilà, du polar anglais pur jus, normalement c'est carrément ma came. Là encore, la problématique va juste être de savoir si je vais avoir du temps pour lire ou pas. La seconde catégorie qui va donc s'étaler du 6 au 12 novembre a pour consigne de lire des thrillers ayant pour cadre une histoire intrafamiliale. Et je vous avoue qu'au premier abord, ça a quand même pas été si simple de remplir cette catégorie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas toujours clairement énoncé sur un résumé que l'on va se retrouver face à une histoire au sein de la famille. Donc écoutez, j'ai fait au mieux avec la lecture des résumés et parfois aussi avec le titre du bouquin et je croise les doigts pour que ça colle. Le premier roman que j'ai choisi de mettre dans cette catégorie, il s'agit de Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard aux éditions Pocket. Je vous préviens tout de suite, cette pile à lire va être sponsorisée Pocket et le livre de poche. En même temps, vous me direz, avec les éditions que j'ai lues, je pense qu'ils sponsorisent 95% de ma pile à lire. Alors, pourquoi j'ai choisi ce roman? Eh bien, déjà, à cause de son titre. Il y a quand même une histoire de papa dans l'histoire, donc on se dit qu'en toute logique, ça devrait se passer au sein de la famille. Et effectivement, en lisant le résumé, il semblerait que l'on soit bien dans une histoire de type intrafamilial, puisqu'on va y suivre une famille qui, au premier abord, semble vraiment parfaite. Elle vit dans une banlieue à une demi-heure de Paris. Voilà, la mère est une fleuriste en vogue, le père est un artiste peintre qui commence à avoir pas mal de succès. Ils ont deux jumeaux, deux garçons. Oui, forcément, si ce sont des jumeaux, ils sont deux. Bravo Reed. Sauf que les choses ne sont peut-être pas tant au beau fixe que ça entre le père et la mère, puisqu'il semblerait, en tout cas c'est ce que j'ai compris à la lecture du résumé, que le père soit plutôt violent et un nouveau voisin va venir s'installer à côté de chez eux, ce qui va faire un petit peu voler en éclats, je crois, le vernis de la famille parfaite. Donc voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais pour moi ça ressemble quand même pas mal à un thriller dans le domaine intrafamilial. Et au pire, on sortira le chausse-pied pour faire rentrer ça dans la catégorie. Bon alors là encore, j'ai choisi ce titre parce qu'il est assez court, il fait... Ouais, pareil, c'est petit 300 pages. Par contre, je n'ai jamais lu aucun roman de François-Xavier Dillard. Je ne sais donc absolument pas à quoi m'attendre côté plume, rythme du récit, etc. Donc, si vous connaissez cet auteur, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire un petit peu si ça se lit vite, bien et agréablement ou pas. Parce que c'est le genre d'information qui m'aidera, je pense, à prioriser un petit peu mes lectures. Pour cette même semaine, j'ai également décidé de mettre dans ma pile à lire Tu es le fils de Benoît Séverac, toujours aux éditions Pocket. Bon bah là encore, au vu du titre, on se dit que normalement il va y être question de famille. Et c'est effectivement le cas, puisqu'on va suivre un jeune homme qui a eu une enfance et une éducation apparemment pas très équilibrée, avec un père présentant une virilité assez toxique, tellement que pour prouver à son père qu'il est un garçon, un homme viril qui mérite son amour, eh bien tout simplement il va aller commettre un meurtre. Forcément, le gamin se fait toper, il part en tôle pendant 15 ans et le jour où il sort de prison, eh bien c'est son père qui est assassiné. Alors en toute logique, on se dit que le gamin sorti de prison est allé buter son paternel, mais les choses ne sont peut-être pas si simples que ça. Et moi, cette histoire de relation toxique entre un père et son fils, de liens comme ça un petit peu délétères et de retour sur le passé, bref, tout ça m'intéresse beaucoup. En plus de ça, j'ai déjà lu plusieurs romans de Benoît Séverac et de façon globale, c'est toujours des livres que j'ai beaucoup aimés. J'aime vraiment la plume de l'auteur. Je me souviens que dans les romans que j'ai pu découvrir de lui, il y avait une ambiance hyper bien travaillée, avec vraiment la ville qui est également mise au centre de l'histoire. Des personnages ciselés, des psychologies aussi assez fouillées, donc
Vraiment, je mise pas mal sur ce titre-ci, et à mon avis, sans trop de doute possible, il sera lu. Bon, je dis ça, mais en même temps, j'avais oublié le roman suivant qui arrive, qui va être clairement ma priorité de cette deuxième semaine. Et ce titre, il s'agit de La Maison sans souvenir de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Oui, forcément, hein, quand vous voyez l'auteur, si vous connaissez la chaîne, vous vous en doutez, ce sera une priorité. Comme tous les ans, j'attends avec énormément d'impatience le dernier Donato Carisi, ou en tout cas le dernier en poche, puisque personnellement je les ai et je les lis au format poche. J'ai donc toujours une année de retard, mais c'est pas grave. Ce titre faisait donc partie des 2 titres que je m'étais précommandé là, je crois au mois de septembre. Il est donc arrivé il y a peu dans ma boîte aux lettres et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que, eh bien, tout simplement, ça fait une année que je n'ai pas pu lire de Donato Carisi, puisque j'ai tout lu de cet auteur que j'aime d'amour. C'est vraiment l'un de mes auteurs favoris. C'est un auteur de thriller italien psychologique avec des espèces de labyrinthes d'idées, je sais pas comment vous dire. Testez Donato Carisi parce que c'est vraiment pour moi un auteur à part. On adhère ou pas, mais en tout cas, pour ma part, j'accroche totalement à sa plume et à chaque fois, je me délecte de ses histoires. Ce roman-ci est donc un tome 2. Le tome précédent s'intitulait La Maison des Voix, il me semble. Je dis peut-être une énorme bêtise. Au pire, je vérifierai au moment du montage, et si c'est pas ça, je vous mettrai le bon titre là juste en dessous. Dans ce second tome, on va donc se retrouver en Toscane, où une voiture à un moment donné va être retrouvée, voiture qui appartient donc à une mère et son fils qui ont tous les deux disparu dans la forêt. Un jour, le fils réapparaît, pas la mère, le fils tout seul, et ce fils s'accuse ni plus ni moins d'un meurtre effroyable. Alors, les choses ne vont là encore peut-être pas être aussi simples qu'elles y paraissent au premier abord, et pour aider la police à faire la lumière sur ce mystère, on va une fois de plus faire appel à notre hypnotiseur rencontré dans le tome précédent qui s'appelle Pietro, si j'ai bonne mémoire. Et voilà, c'est juste Donato Carisi, donc dans tous les cas, c'était certain qu'il allait se retrouver dans ma palle du Black November. Parce que comme de fait exprès, tous les ans, son nouveau livre au format poche sort à cette période. Donc vous vous en doutez bien que je vais pas le laisser dormir 6 mois dans ma pile à lire et que d'une façon ou d'une autre, il est obligé de rentrer dans l'une des catégories. Et là, c'est donc l'histoire d'une mère qui disparaît avec son fils, donc banco, pour moi ça rentre dans la catégorie intrafamiliale. Et je fais ce que je veux avec mon challenge du Black November. La troisième catégorie va se dérouler durant la semaine du 13 au 19 novembre et pour cela, nous devons lire des thrillers dont le titre ne comporte qu'un seul mot. Et en voyant la consigne, je me suis dit, bon, ça va être facile, et je vous avoue que finalement, ça n'était pas tant que ça. Mais malgré tout, j'ai réussi à trouver là encore 3 romans. Le premier, il s'agit de Sacrifice de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ce roman est un tome 3 normalement d'une trilogie, mais j'ai déjà lu le tome 2 et il me semble que je n'ai pas le tome 1 encore en ma possession. Donc ma foi, je me dis c'est pas grave. D'habitude je suis assez psychorigide sur l'ordre des tomes, mais bon, là on va faire une exception. Dans Sacrifice, on va donc retrouver le personnage de l'inspecteur Verhoeven que j'avais donc déjà rencontré dans le roman qui s'intitulait Alex, que j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été un immense coup de cœur, mais c'était ma foi pas mal. Très très violent par contre dans mes souvenirs. Donc dans ce tome-ci, on retrouve le même flic dont la nouvelle femme va être la seule témoin vivante d'un braquage, je crois, de bijouterie à Paris qui va très mal se passer. Elle va clairement se faire tabasser et laisser pour morte. Heureusement, elle n'est pas morte. J'imagine donc que notre flic va être légèrement remonté et va avoir une très très forte envie de retrouver les responsables de ce braquage et du tabassage en règle de sa femme. Donc bon, là encore, vous connaissez la chanson, c'est un roman plutôt court d'à peu près 350 pages. C'est Pierre Lemaitre, je l'ai déjà lu plusieurs fois, je commence désormais à plutôt bien connaître aussi sa plume. Et habituellement, c'est un style d'écriture qui avec moi passe très bien, qui se lit facilement, que je trouve assez fluide.
Donc ouais, je me suis dit là encore que c'était parfait pour le Black November. Le second que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Nécrologie de Paul Cleave aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman, j'en entends parler depuis des années sur la chaîne de Séverine. Pour elle, c'est l'un des meilleurs Paul Cleave. Alors moi, Paul Cleave, je l'ai déjà lu avec Un employé modèle que j'avais beaucoup aimé, et je l'ai lu aussi dernièrement avec un autre roman dont j'ai oublié le titre, qui était pour moi un petit peu un cran en dessous, mais ça reste vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup, pareil, avec une plume hyper entraînante, divertissante, vraiment page turner. C'est un auteur néo-zélandais, donc voilà, j'avais vraiment là encore très envie de continuer à découvrir sa bibliographie. D'ailleurs, il fait partie de ces auteurs dont j'ai pour but de lire tous les romans. Ce titre-ci est, me semble-t-il, le premier tome d'une duologie autour du personnage de Theodore Tate, qui est un détective privé qui officie à Christchurch. De toute façon, je pense que tous les romans de Paul Cleave se déroulent à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Notre bon vieux Théodore est donc appelé pour exhumer le cercueil d'un honorable banquier qui est décédé tout simplement parce que sa veuve est accusée de son meurtre. Donc j'imagine qu'on va aller peut-être faire des prélèvements sur le cadavre pour potentiellement innocenter ou au contraire accuser sa veuve. Toujours est-il que lors de l'exhumation, il va y avoir une sorte de glissement de terrain qui va mettre à jour d'autres cadavres, 3 autres cadavres, et qu'en plus de ça, dans le cercueil en question, on ne va pas retrouver le corps de notre honorable banquier, mais celui d'une jeune inconnue. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en parallèle, apparemment dans l'histoire, on va aussi avoir les flics qui sont en train de courir après un tueur en série qui se fait appeler le boucher de Christchurch, qui n'est ni plus ni moins que le personnage de la duologie Un employé modèle, que j'ai donc déjà lu, et que je connais donc déjà. Bref, 2 histoires de duologie qui s'entremêlent l'une à l'autre. Je trouve le principe plutôt sympa, donc ouais, j'ai plutôt hâte de découvrir celui-ci. Et enfin, pour ce qui est du 3e livre que j'ai décidé de mettre dans cette 3e consigne, eh bien, j'étais obligée de fangirler. Que voulez-vous, on ne se refait pas. J'étais donc obligée de caser un roman de Stephen King. Et pour l'occasion, eh bien, j'ai décidé de mettre dans ma pile à lire Misery, qui, si j'arrive à trouver le temps de le lire, serait donc une relecture, puisque, pour rappel, Misery est le tout premier roman de Stephen King que j'ai lu très jeune, je pense, lorsque, dans mes souvenirs, j'avais à peu près 12 ans, ce qui m'a à l'époque plutôt traumatisée, hein. Je me souviens de certains passages de cette histoire qui m'ont donné des cauchemars et dont le déroulé reste encore tout à fait imprimé dans mon cerveau. Je crois que j'ai déjà dit, mais je ne sais même plus si j'avais réussi à terminer ce livre, tant à l'époque il m'avait complètement terrorisée. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur, non seulement pour me remémorer vraiment l'histoire jusqu'à la fin, et aussi pour, un peu comme une sorte de pseudo-pèlerinage, redécouvrir mon tout premier King, et bien relire tout simplement ce roman-ci, voir un petit peu ce qu'il me fera aujourd'hui avec le bagage kingesque que j'ai désormais engrangé, puisque je commence à avoir lu une bonne part de sa bibliographie. Donc ouais, je serais plutôt heureuse aussi si j'arrive à trouver le temps de relire celui-ci. De toute façon, si ce n'est pas le cas durant le Black November, sachez que je finirai par le relire un moment ou un autre, c'est certain. Bon alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'histoire de Misery, mais on va faire une petite mise au point pour ceux qui potentiellement ne la connaîtraient pas. Côté ambiance creepy du mois de novembre, je pense qu'on est bien, parce que dans cette histoire, on va suivre Paul Sheldon, il me semble. Tout à fait. Comme quoi, vraiment, je vous dis, ce livre m'a marqué. Paul Sheldon, qui est donc un écrivain à succès, qui a écrit toute une série autour d'un personnage qui s'appelle Misery, et qui en a eu marre de ce personnage, qui a fini par le faire mourir dans son dernier roman. Toujours est-il donc qu'un jour, notre écrivain va se balader avec sa bagnole sur une petite route de campagne. Il va malheureusement avoir un accident. Il va ensuite se réveiller dans la maison d'une inconnue qui lui dit qu'elle l'a sauvé
qu'en plus de ça, ça tombe bien, elle est infirmière, donc elle va pouvoir prendre soin de lui, tout va bien, il ne va pas mourir à cause de cet accident. Et la personne qui l'a recueilli n'est ni plus ni moins que Annie, l'un des personnages, je pense, les plus psychopathes, les plus frappadingues que King ait pu écrire, puisque cette femme, qui est donc infirmière de profession, est également, comme elle le dit elle-même, la plus grande fan de Paul Sheldon qui existe. Sauf que sa plus grande fan n'a pas du tout apprécié qu'il fasse mourir le personnage de Misery, et qu'elle va donc le séquestrer afin qu'il réécrive ce dernier livre pour continuer à faire vivre son personnage préféré. Et elle va être prête à user de tous les moyens pour arriver à ses fins. Je ne vous donne pas le menu dans le détail, mais croyez-moi, notre bon vieux Paul va vraiment passer des jours très compliqué dans la maison d'Annie. J'ai donc vraiment, comme j'ai dit, hyper hâte de trouver le temps de redécouvrir ce classique quand même. Chez King, c'est un titre assez incontournable, et puis une fois que je l'aurai relu, je me ferai également le film, l'adaptation qui en a été tirée, parce que c'est là aussi connu pour être l'une des meilleures adaptations tirées d'un King, avec ni plus ni moins que la génialissime Kathy Bates dans le rôle d'Annie. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle a reçu un Oscar ou un César pour ce rôle-ci. Donc voilà, connaissant un peu l'actrice en plus, elle est tout à fait apte à jouer les bonnes grosses psychopathes. Je pense par exemple à certains de ses rôles dans les saisons de American Horror Story. Donc oui, vraiment, c'était un très bon choix pour ce perso-ci. Bref, tout ça pour dire que forcément, il fallait que je case un King dans ma palle du Black November. C'est donc chose faite avec Misery. La 4e consigne se déroulera du 20 au 26 novembre, et pour cela, nous devons lire des thrillers étant inspirés d'histoires vraies. Et alors, je pense que pour le coup, c'est la consigne qui m'a donné le plus de fil à retordre, parce que là encore, à la lecture des résumés, c'est pas forcément toujours simple, et d'ailleurs c'est rarement indiqué clairement que l'histoire est tirée d'un fait réel ou d'un true crime ou d'un fait divers, bref, d'une histoire vraie à la base. Donc c'est vrai que pour le coup, je me suis majoritairement plutôt dirigée vers des livres de true crime, des livres plutôt de non-fiction orientés un peu plus du côté journalistique plutôt que de véritable fiction ayant été inspirée d'une histoire vraie. Mais écoutez, que voulez-vous, là encore, avec le chausse-pied magique, tout passe. Le premier livre de cette sélection, et c'est un peu la honte parce que je pense que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du Black November de l'année dernière. C'est une relique de ma palle et vraiment il serait grand temps que j'arrive à le sortir. Il s'agit de Un assassin au-dessus de tout soupçon d'Ivan Stevanovic aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui va donc retracer le parcours criminel d'un gendarme, il me semble, qui a fini par être chopé, qui était donc un tueur qui sévissait d'ailleurs dans l'Oise, dans des villes que je connais très bien puisque c'est, disons, le coin où j'ai grandi 18 ans de ma vie. Donc là encore, de par le fait que je connaisse particulièrement bien les lieux, c'est vrai que ça m'intéresse vraiment de creuser un petit peu plus cette histoire. Après, avec ce genre de récit, c'est un peu tout ou rien. Soit c'est bien tourné, c'est hyper intéressant et du coup l'auteur arrive vraiment à donner du rythme à son récit et à entraîner le lecteur avec lui. Soit on reste sur quelque chose de très journalistique, très factuel, un peu froid et disons-le, parfois un peu chiant, et dans ce cas-là, la lecture peut vite devenir un petit peu laborieuse. Donc on verra bien si c'est le premier que je sortirai durant cette 4e semaine ou non. Là encore, comme vous en doutez, à la couverture, il y a un film qui a été tiré donc de cette histoire et de ce livre, j'imagine. Film avec, je crois, dans le rôle principal, Guillaume Canet. Donc bon, là encore, si j'arrive à le sortir, je pense que derrière, je me materai l'adaptation cinématographique et puis voilà, la boucle sera bouclée. Le second roman pour cette consigne autour des histoires vraies sera pour moi American Predator de Maureen Callahan aux éditions 10-18. Ça y est, on sort enfin du pocket et du livre de poche. Cette histoire retrace apparemment le parcours de l'un des plus terrifiants tueurs en série des États-Unis et pourtant très peu connu,
un homme qui, un jour, en Alaska, va enlever, et j'imagine malheureusement tuer, une jeune femme qui se prénomme Samantha Koenig, qui va donc disparaître, mais être filmée. Hein. Le rapt de cette jeune femme va donc être filmé, ce qui va permettre aux policiers de commencer à enquêter et d'aller arrêter un homme au-dessus de tout soupçon, hein, genre le bon père de famille bien propre sur lui. On se dit, vraiment, ce serait vraiment lui qui aurait fait ça? Alors est-ce vraiment lui ou pas, je pourrais vous en dire plus lorsque je l'aurai lu, mais apparemment on va être quand même sur le parcours d'un bon gros psychopathe qui aurait sévi non seulement en Alaska, mais sur tout le reste du territoire américain. Alors écoutez, j'ai quand même lu et écouté pas mal d'émissions et de podcasts traitant des tueurs en série, notamment des tueurs en série américains, parce qu'on va pas se mentir, la plupart ont quand même sévi là-bas, et pour autant, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, donc je suis vraiment curieuse de découvrir ce récit, parce que, effectivement, si c'est l'un des plus terrifiants tueurs en série des États-Unis, pour autant, son histoire a été très peu médiatisée, ou en tout cas à l'étranger, peut-être aux États-Unis. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment arrivé jusque nous. Donc ouais, là encore, vraiment hâte de le découvrir. C'est encore une fois un roman assez court, un peu moins de 400 pages, et puis en plus de ça, c'était un livre que mon amoureux m'avait très gentiment un jour comme ça offert pour le plaisir. Et honte à moi, je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Donc rien que pour lui faire plaisir, ce serait bien que je me mette un petit coup de pied aux fesses et que je m'attelle à la lecture de cette histoire. Et enfin, le troisième et dernier livre, alors là on va être sur quelque chose d'un peu différent. On sort vraiment du gros tueur en série et on va partir, alors on reste toujours dans le bien glauque, hein, on va pas se mentir, voire presque j'ai envie de dire dans le plus glauque encore, enfin ça je laisse à l'appréciation de chacun, puisque j'ai aussi décidé de mettre dans cette catégorie dernière sortie pour Wonderland de Ghislain Gilberti aux éditions La Mécanique Générale. C'est là encore un livre que j'avais, je crois, précommandé lorsqu'il avait été réédité, tellement j'avais envie de le découvrir, et je pense que ça fait quelque chose comme 4 ans qu'il dort dans les étagères de ma pile à lire. C'est une honte. De quoi que va causer ce livre? Eh bien, tout simplement du gros penchant de Lewis Carroll pour les petites filles. Voilà, d'où Wonderland, puisque Wonderland c'est donc l'univers dans lequel est projeté Alice au Pays des Merveilles. Ça va donc être un livre qui va parler du parcours, j'imagine, de Lewis Carroll, et surtout et bien de toutes les choses absolument dégueulasses qu'il a pu faire avec des petites filles, telles que, entre autres, la prise de photos parfois totalement dénudées de ces jeunes filles. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de cet aspect de cet auteur, en tout cas, si ce n'était pas le cas, maintenant vous savez. Alors j'ai personnellement lu il y a assez peu de temps de ça, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, Alice au Pays des Merveilles, hein, donc l'œuvre originale de Lewis Carroll, que j'ai, littérairement parlant, assez peu appréciée parce que trop what the fuck pour moi. Mais c'est vrai que, en plus de ça, durant ma lecture, ayant déjà connaissance du personnage, je n'arrivais pas à me départir de cette idée que cette histoire avait été écrite pour, entre guillemets, s'accaparer les faveurs et les bons sentiments d'une très jeune fille. En tout cas, depuis la lecture du coup d'Alice au Pays des Merveilles, c'est vrai que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur la vie de la vraie Alice qui a inspiré cette histoire, et sur la vie de Lewis Carroll, savoir déjà exactement ce qu'il a fait, et puis savoir comment, malgré ses actes plus que répréhensibles, il a réussi à passer au travers des mailles du filet et à continuer à être encore aujourd'hui un espèce d'auteur comme ça qui reste un pilier dans la littérature anglaise, et que finalement je trouve on remet assez peu en question. Donc voilà. Là ce serait vraiment une lecture pour le côté purement culturel. J'ai envie d'en savoir plus sur cet auteur, j'ai envie d'en savoir plus sur son passé, sur cette histoire
de penchant pédophile, donc ouais, ce sera clairement pas une lecture des plus chouettes et des plus divertissantes, hein, ça c'est certain, mais en tout cas, culturellement parlant, ce sera quelque chose de forcément enrichissant. Il est certain que je détesterai encore plus cet auteur par la suite, mais au moins je serai vraiment plus au fait de ce qu'il a commis ou non, et je pourrais donc me faire un jugement peut-être plus précis du personnage. Et enfin, la cinquième et dernière catégorie va se dérouler durant une toute petite semaine du 27 au 30 novembre. Mais à mon avis, comme les années précédentes, je risque de déborder un petit peu dans mes vlogs. Oui, parce que bon, hein, on est d'accord, il n'y a pas de challenge littéraire sans un minimum de triche. Et durant cette dernière semaine, il y a donc pour consigne de lire des thrillers dont les chapitres ont des titres. Et là encore, hein, bien que ça paraisse assez simple de premier abord, eh bien cette consigne m'a pas mal fait galérer. Alors déjà, on va pas se mentir, hein, dans le genre thriller, c'est pas quelque chose de très répandu d'avoir des titres au départ de chaque chapitre. En plus de ça, j'ai l'impression, c'est peut-être une idée complètement fausse que je me fais, mais j'ai l'impression qu'en format poche, ce que j'ai le plus, vous l'aurez compris, dans ma bibliothèque, eh bien c'est encore moins présent. Donc, vous allez voir qu'il y a un petit peu de trichouille pour cette dernière catégorie. Mais j'avais pas le choix. Le premier roman que j'espère donc sortir pour l'occasion, il s'agit de Baby Doll d'Holly Overton aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, c'est un roman qui commence à être un petit peu une relique de ma palle, hein, parce que je pense que ça fait bien 2-3 ans qu'il attend dans ma pile à lire. Bon, vous me direz à côté de certains autres bouquins, ça reste finalement très peu. Dans ce titre, on va donc suivre un personnage qui s'appelle Lily, qui un soir prend sa fille sous le bras et se met à tracer, à courir, puisque tout simplement cela faisait 8 ans qu'elle était séquestrée par un homme, qu'elle a, j'imagine, eu peut-être 7 enfants avec cet homme, et un soir, monsieur oublie de mettre le verrou à la porte. Elle en profite donc pour se faire la belle. Et on le comprend bien. Lily va donc réapparaître dans la vie de sa famille et ça va pas mal chambouler les choses parce que apparemment sa disparition a totalement détruit sa sœur jumelle, ce qui peut là aussi se comprendre. Le retour à la vie réelle, j'imagine, ne va peut-être pas être tout à fait aussi simple qu'elle aurait pu l'imaginer, d'autant plus que son ravisseur, depuis sa cellule, va continuer à la harceler et va essayer de la punir pour sa désobéissance. Bon bah entre reconstruction et bon gros psychopathe, je pense que l'on est pas mal du tout pour le Black November. Vu qu'il va aussi être beaucoup question de la famille, c'est également un titre qui aurait pu aller dans la catégorie avec les histoires intrafamiliales, j'imagine. Soit, moi je l'ai donc mis pour cette dernière semaine, et puis bah on verra si enfin j'arrive à le sortir de ma pile à lire. Ah oui, et puis sinon, question titre dans les chapitres, eh bien on a des chapitres comme ça, où à chaque fois en début de chapitre, on a le prénom d'un personnage. Alors, de ce que j'ai vu, c'est surtout Lily et Eve. J'imagine donc que ce sont les deux sœurs jumelles. On n'est pas sur un titre à rallonge au début de chaque chapitre, mais on est tout de même, pour moi, sur un titre. Là encore, le chausse-pied magique fait que, pour moi, ça passe. Le second roman pour cette dernière catégorie, il s'agit de La 11e plaie d'Aurélien Molas aux éditions Le Livre de Poche. Bon, alors le résumé en dit très peu et c'est pas plus mal. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on va être dans le cadre d'un climat social hyper tendu, de violence urbaine à Paris et de flics un peu débordés qui essayent de remettre de l'ordre dans tout ça. Je sais aussi que c'est le premier roman de cet auteur et ouais, découvrir les primo-romans de façon globale, c'est quelque chose que généralement j'aime beaucoup faire. On est sur un peu plus de 400 pages et côté titre de chapitre, là on est sur des localisations. Par exemple, chapitre 21, Paris, appartement du docteur Stéphane Firsch. Chapitre 35, Paris, unité spéciale. On est d'accord que là, pour moi, c'est un vrai titre. Là encore, du coup, c'est un auteur que je n'ai jamais lu, donc si, contrairement à moi, vous connaissez Aurélien Molas, ou en tout cas que vous connaissez sa plume, parce que savoir que vous avez bu un verre avec lui samedi dernier m'importe finalement assez peu, eh bien je vous invite à me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé de ces romans.
pour savoir si vraiment c'est top moumoute et qu'il faut que je le sorte en priorité durant cette dernière semaine. Et enfin, je terminerai cette palle du Black November avec un titre qui, je suis en train de me dire, est raccord visuellement avec le look du jour, ce qui n'était absolument pas calculé, je vous le dis tout de suite. Et il s'agit du titre « Si je mens, tu vas en enfer » de Sarah Pinborough aux éditions Le Livre de Poche. Donc de Sarah Pinborough, j'ai lu bien sûr le désormais assez célèbre Mon amie Adèle, que j'avais plutôt bien aimé, même si, bon, par rapport à la fin, il faut un petit peu ouvrir ses chakras et je dirais qu'on adhère ou non. Mais de façon globale, j'avais bien aimé l'ambiance, le côté psy, le fait aussi que ça se déroule à Londres, parce que j'aime beaucoup trop Londres et que de façon globale, j'adore l'Angleterre. Et c'est vrai que depuis Mon amie Adèle, eh bien, je n'ai jamais relu cet auteur. Donc je me suis dit que là encore, c'était l'occasion de me rappeler à ma mémoire que j'avais ce livre en ma possession et que ce serait bien de peut-être le sortir de ma pile à lire. Alors côté histoire et construction de récit, j'ai l'impression qu'on va être un peu dans la même dynamique que Mon amie Adèle, puisqu'on va suivre donc 3 femmes, dont 2 adultes qui sont amies, Lisa et Marilyn je crois, et puis Ava qui est la fille de Lisa. Chacune garde jalousement des secrets qu'elle ne veut pas voir exposés aux yeux de tous et au su surtout de tous. Sauf que voilà, un jour Ava va sauver un petit garçon de la noyade. Ça va bien sûr la mettre sur le devant de la scène, sous les projecteurs, parce que j'imagine que les journalistes du coin vont sûrement écrire des papiers à ce sujet. Toujours est-il donc qu'elle va devenir une héroïne locale, ce qui n'est pas tout à fait du goût de sa mère, qui elle a plutôt envie de vivre un peu caché sans trop se faire remarquer. Et j'imagine que cet événement va un peu faire voler en éclats l'existence de nos 3 femmes. Alors, dans quelles conditions exactement ? Je ne le sais pas encore, mais je vous avoue que ouais, ce côté un petit peu ami, proche, mais tout ne se passe pas si bien que ça, et le côté un petit peu thriller familial, thriller psychologique, avec des secrets, thriller domestique, c'est ça le terme que je cherchais et que j'arrivais pas à retrouver. Bref, ce côté ouais, un peu thriller domestique, dans la banlieue londonienne, avec les espèces de secrets, de petites vies de tout à chacun, ça me rappelle forcément beaucoup Mon amie Adèle. Est-ce qu'on va être sur le même type de fin, au chakra très ouvert? Je ne sais pas. En tout cas, bah, ma foi, si ça devait arriver, je serais un peu préparée ce coup-ci. Donc bon, on est sur un peu plus de 450 pages. Dans mes souvenirs, c'est également une écriture qui se lit plutôt bien et plutôt vite. Et puis côté titre de chapitre, on est là encore avec, vous voyez, bon, il y a un mot, mais un mot pour moi, ça peut tout de même faire titre. En fait, je me rends compte que les titres, pour le coup, contrairement à Baby Doll, où ça permettait de donner une indication sur le personnage qui, j'imagine, va être le sujet du chapitre en question, ici, ça nous indique la temporalité. Je vois qu'il y a des avant, il y a des maintenant, donc voilà, je pense qu'on va faire pas mal de bonds dans le temps, de revenir dans le passé, dans lequel ces petits secrets auront été scellés. Donc voilà, on verra bien. Là encore, si vous l'avez lu, dites-moi si c'est un bon cru de Sarah Pinborough, parce que je vous avoue que de prime abord, c'est peut-être pas celui que j'ai envie de sortir en priorité, mais ma foi, s'il reçoit une espèce d'ovation générale de votre part, peut-être que je reverrai mon jugement et mon ordre de priorité de lecture surtout. Voilà, je vous ai donc présenté ma gigantissime pile à lire du Black November. Alors je le répète, hein, vraiment je n'ai pas pour ambition d'arriver à lire tous ces romans durant le mois de novembre. Ce serait absolument génial, mais j'en doute carrément. À un moment, il faut aussi savoir être réaliste et se dire que je suis maman, je travaille à temps plein et que j'ai aussi besoin de dormir la nuit un petit peu. Dans tous les cas, vous êtes prévenus, je vais vous embarquer avec moi durant tout le mois de novembre pour vous partager mes lectures et partager un petit peu cette ambiance frissonnante qui émane tous les ans du Black November.
et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Et bien sûr, j'espère que vous aussi, vous allez participer au Black November, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me partager votre pile à lire en commentaire. Voilà, je suis toujours preneuse d'autres idées de lecture, et ma foi, peut-être que ça me fera remodeler un petit peu ma propre pile à lire. Et puis j'espère que cette débauche de titres, comme je le disais au tout début de cette vidéo, vous aura à vous également donné des idées de lecture pour ce mois de novembre. Bref, vous le savez, comme d'habitude, je suis impatiente d'échanger avec vous autour des bouquins, de la lecture et de tout cet univers qui, normalement, si vous êtes là, vous passionne autant que moi. Et jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, bien sûr, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!